Bienvenue à ce septième épisode de J'ai rendez-vous avec Bernard Marie, qui est fondateur de l'Institut IGI, un institut de recherche par des praticiens, centres de formation et développeurs de l'outil Holacracy dans le monde. Le thème d'aujourd'hui fait suite à une tribune que tu as écrite, Bernard Marie, et qui est publiée dans Harvard Business Review, dans laquelle tu expliques que le self-management passe par l'excellence managériale. Alors un mot pour commencer. Oui, bonjour à toutes et à tous et ravi de plonger grâce à vos questions dans ce sujet que je trouve pour ma part passionnant. Super, alors première question tout de suite. Alors comment est-ce que tu es arrivé à cette conclusion justement que le self-management passe par l'excellence managériale? Euh, en fait, on ne cherchait rien. Nous, donc, notre métier en tant que chercheur, c'est d'accompagner les entreprises vers de nouvelles façons de fonctionner ensemble, de travailler ensemble. On est arrivé assez rapidement sur une première conclusion, c'est que, enfin, une piste intéressante, c'était ce que moi j'appelle le management constitutionnel, hein, qu'on a découvert grâce à Holacracy, qui est la première itération d'un modèle constitutionnel digne de ce nom. Et, euh, et on accompagne, en fait, depuis 12 ans maintenant, 12-13 ans, on a accompagné plus de 120, 130, je ne compte plus, mais en tout cas, un nombre significatif d'entreprises euh, en France, mais pas que, un peu partout, en Belgique, en Suisse et aussi dans le monde. Et on suit, comme on est des chercheurs, on suit nos clients dans la durée, même si on n'a pas de contrat avec eux, c'est notre recherche et développement, c'est notre fonction recherche et développement. Et on s'est rendu compte, en suivant toutes ces entreprises, que dans la mise en place, parfois assez rapidement, le plus souvent au début, après quelques années, eh bien, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas bien. Et même parfois, il y a des baisses de performance. Et après, donc, les clients nous ont, on s'est enquis de ce qui se passait. On est allé les voir, on a posé des diagnostics, on a fait des recherches et on s'est rendu compte qu'en fait, euh, une des premières conclusions, c'est que aller vers le self-management euh, nécessite plus de management et non pas moins de management. Ça, c'est la première conclusion et donc qui permet d'éradiquer toutes ces fausses croyances qui circulent sur le net, comme quoi on pourrait arriver à des organisations horizontales, sous-entendu, il n'y a pas de management, ou alors supprimer, éradiquer les managers. Non, non, bon, ça peut être un rêve qu'on peut caresser, hein. Moi-même, il y a un temps, j'ai imaginé ça. Mais confronté à la réalité, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples qui nous permettent de le dire. Et la deuxième conclusion, c'est qu'en fait, le management augmenté ou nécessité euh, par la mise en place d'un self-management auprès des collaborateurs passe non seulement par plus de management, mais passe par une forme de management différente, que nous, on a appelé excellence managériale, d'où le titre de cette tribune, le self-management passe par l'excellence managériale. Euh, voilà, et on a appris ça chez les clients, chez Wound Pharma, chez Scarabée, chez Arcadie, chez Zappos, beaucoup chez Zappos, etc. etc. Euh, voilà, pour rentrer dans la matière. Et du coup, est-ce que le problème que tu décris en fait est systématique ou est-ce qu'on peut passer au travers? Et à partir de quel moment en fait on voit les problèmes que tu décris donc arriver? C'est difficile là, de répondre à la première question, est-ce qu'il est systématique? Ça nécessiterait que je sois infaillible, ce qui n'est pas le cas. Et donc, tout ce que j'ai dit, évidemment, ne le prenez pas pour argent comptant. Et ça supposerait que je connaisse toutes les mises en place de la cratie ou de type de management dans le monde, ce qui n'est évidemment pas le cas. Disons que sur le champ des entreprises qu'on a accompagnées, qu'on suit, oui, ça arrive tout le temps, alors de façon plus ou moins profonde. Euh, je vais prendre des exemples hein, pour rentrer un peu dans le concret. Et ça arrive plus ou moins tôt, ou plutôt on l'a découvert plus ou moins tôt, ou on en a pris conscience plus ou moins tôt. Donc pour moi, c'est un peu un effet exécrable systématique, c'est que euh, ça a l'air de se passer de la manière suivante. À chaque fois qu'on met en place un nouveau système de management qui vient changer en profondeur la façon d'exercer le pouvoir, donc qui vient challenger la posture du pouvoir sur, donc le pouvoir sur un terrain de jeu, sur une fonction, sur une équipe, donc le management. Ça bouscule le management, ce qui fait que dans un premier temps, on peut observer une mise en retrait, un réflexe normal du manager. Ça peut être, en tout cas on l'a observé tellement de fois, de se mettre en retrait. Et pas que, il peut y avoir l'inverse, mais bon, se mettre en retrait. Euh, et il se met en retrait pour plusieurs raisons. Il y en a plein, on les a étudiées, mais la principale raison, il se met en retrait parce qu'il pense que le fait de se mettre en retrait va faciliter un processus de transformation
qu'ils pensent être un processus de déhiérarchisation. Et donc, c'est logique qu'ils se disent, si je me mets moins dans le chemin, si je me mets en retrait, la déhiérarchisation va être plus aisée. C'est souvent ce qu'on entend. Et puis, la deuxième raison, ce qui n'est pas du tout le cas, je vais développer, mais la deuxième raison, c'est que souvent, il y a plein de raisons, mais disons que les deux principales. Et la deuxième raison, c'est souvent qu'ils ne savent pas utiliser l'outil. C'est-à-dire qu'ils ont appris, ils sont des bons managers dans le modèle d'avant. On change le modèle, on change la façon d'exercer le pouvoir. On passe un système de pouvoir sur un système d'autorité vers, ce qui est vraiment un gros changement de paradigme, avec une boîte à outils assez complexe et sérieuse et riche et qu'ils ne connaissent pas encore. Et donc, ils ont peur de mal faire. C'est la deuxième grosse raison. Je ne maîtrise pas suffisamment l'outil, je ne suis pas en confiance, j'ai peur de mal faire, donc je préfère ne pas faire plutôt que de faire comme avant et de freiner le processus de transformation. On a aussi le troisième cas qui est qu'on a vu chez Zappos, où c'est l'inverse, les managers se sont emparés de l'outil parce que c'est un outil de management. Et puis ils ont foncé comme des fusées et ils se sont moins occupés des collaborateurs parce qu'ils ont projeté sur les collaborateurs leur propre mode de fonctionnement. Et donc, ils ont imaginé que parce qu'ils avaient formé, c'est vrai qu'ils ont formé en masse, sur les 1600 collaborateurs de Zappos ont tous été formés à ce qu'on appelle la formation de praticien. Donc, c'est un truc assez lourd, c'est entre 4 et 5 jours. Donc, ils se sont dit, ils ont la même formation que nous. Donc, eh bien, ils vont pouvoir traiter tout ce qui les… Ils ont donc l'autorité, on leur délègue complètement l'autorité, on les lâche dans la nature et ils vont faire comme nous, ils vont s'emparer de tout ce qui peut limiter l'exercice de leur rôle, de la création de valeur dans leur rôle et vont traiter par eux-mêmes. Et en fait, c'est faux. C'est faux, c'est une projection qui s'avère fausse parce que d'une part, dans leur cas, les collaborateurs n'ont pas capté l'intérêt du produit comme ont pu le faire les managers. Et c'est facile à comprendre pourquoi, parce qu'en fait, cet outil Holacracy, c'est d'abord et avant tout un outil de management. Et il était temps qu'il y en ait, parce que franchement… donc, c'est d'abord et avant tout un outil de management. Donc, c'est sûr que si tu n'as pas d'expérience managériale, tu as beau te former pendant 4-5 jours, l'impact sur toi, il n'a rien à voir avec l'impact qu'il peut avoir sur des gens qui ont managé, qui ont galéré, souffert parfois d'un job qui est compliqué parce que peu outillé, peu défini. Et donc, du coup, ils ont beaucoup moins retiré de cette pratique-là. Et en tout cas, ils n'avaient pas le vécu managérial leur permettant de rebondir avec ça. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle ils ne se sont pas emparés de l'outil à la vitesse de l'éclair comme l'ont fait leurs managers, c'est que les managers chez Zappos, à commencer par Tony Hsieh, qui est décédé depuis, mais Tony Hsieh et puis pas mal de managers chez eux, c'est vraiment des gens hors normes. C'est vraiment des gens très, très particuliers, une culture très forte. Et c'est des avions de chasse, c'est des gens… ce que je veux dire par là, c'est que c'est des gens brillants. C'est des gens dont on pourrait dire qu'ils ont beaucoup de charisme. C'est des gens, moi je me rappelle de Tony, on est allé voir plusieurs fois à Las Vegas. Tony Hsieh, quand il rentre dans une salle, même si tu ne l'as pas vu rentrer, tu sens que l'énergie dans la salle, elle a changé. Et pourtant, il n'était pas grand, etc., etc. Donc, ils dégagent. En fait, ils ont beaucoup de gens brillants qui dégagent. Et quand vous êtes collaborateur et vous êtes face à quelqu'un qui dégage, c'est quelqu'un qui dégage. Donc, tu ne t'exprimes pas de la même manière. Tu ne te sens pas forcément au même niveau. Ça, c'est humain. Bienvenue au club des êtres humains. Quand tu discutes avec un Tony Hsieh ou tu discutes avec un type de ce type-là, qu'avec tes collègues. Donc, on additionne les deux. Et donc, le fait que, comme ils voyaient moins l'intérêt, ils n'avaient pas la pratique, ils n'ont pas pu s'emparer de l'outil de la même manière qu'ont pu les managers, plus le fait qu'ils ils se sentent en posture basse et repasser une posture haute, ça prend du temps, surtout face à des gens comme eux. Finalement, il s'est passé la chose suivante, c'est que les collaborateurs sont éloignés en fait des managers. Et donc là, évidemment, la conclusion immédiate, on a discuté pas mal, mais avec eux, la conclusion, c'est que le self-management, c'est-à-dire la capacité pour un collaborateur de se self-manager, c'est-à-dire de ne plus être managé par quelqu'un qui aurait pouvoir sur l'équipe, passe par un accompagnement et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et cet accompagnement, bien sûr, on peut imaginer des coachs, de la formation, etc., mais dans la durée, parce que c'est un voyage pluriannuel, cet accompagnement ne peut se faire que par, sérieusement, un accompagnement du manager. Et donc, le manager maintenant a la responsabilité, en tout cas dans la nouvelle forme de management, de créer des leaders. C'est-à-dire d'accompagner les personnes pour qu'elles développent leur capacité self-managériale. Je ne parle pas de leurs compétences métiers, je parle de leur capacité self-managériale, c'est-à-dire par exemple la capacité
de prendre leur place, la capacité de se mettre en mouvement, quelle que soit la situation, la capacité de descendre de vélo pour se regarder pédaler. Donc, un certain nombre de capacités qui n'ont rien à voir avec les compétences métiers, mais qui ont tout à voir avec les compétences self-managériales qu'on a commencé à identifier au gré de nos clients. Tout un champ de compétences que la plupart des collaborateurs n'ont pas. Et tout simplement parce qu'on ne leur demandait pas ça avant. Ce qui suppose d'ailleurs qu'ils acceptent d'aller vers ça. Donc, il y a une espèce de changement d'identité professionnelle. Pardon, il y a un changement d'identité professionnelle pour le collaborateur qu'il faut pouvoir accompagner et puis ensuite, dans le temps, accompagner ça. Et donc ça requiert un talent particulier du manager qu'il n'avait pas nécessairement avant, ne serait-ce tout simplement parce que les compétences managériales n'étaient juste pas identifiées, ce qu'on a pu voir dans… Donc voilà, pour répondre à la question, je pense que c'est systématique, en tout cas de ce qu'on a vu. Après, ça arrive, je pense que ça arrive assez vite en fait. Après, les clients sur lesquels on est intervenu l'ont vu plus ou moins tôt, plus ou moins tard, ou ont été plus ou moins réactifs, c'est plutôt ça. Et donc, plus on attend, effectivement, plus les problèmes sont gros. Et je me rappelle d'une entreprise que je ne vais pas citer, dans laquelle on est intervenu parce qu'il y avait des problèmes de performance. Et c'est facile à comprendre. Quand un manager, donc là, ce n'était pas le syndrome Sapo, c'était l'autre syndrome. Il y a deux syndromes. C'est le syndrome prise de retrait, donc prise de recul. Ben, quand les managers prennent du recul, eh ben, les choses baissent en performance. C'est ce qui prouve bien la valeur ajoutée du manager. C'est facile à comprendre. En fait, on pose beaucoup de procès d'intention sur les managers, mais en fait, les managers, ils n'existent pas pour rien. Ils n'existent pas pour rien. Et ils existent notamment parce que, et ils ne sont pas aidés pour faire leur job, mais par la discipline managériale qui est assez pauvre, mais ils sont notamment en capacité de ressentir des besoins de l'organisation que les autres collaborateurs ne sentent pas. Et ce qui a fait d'eux des managers, évidemment. Et donc, si ces managers qui ressentent des besoins d'organisation que les autres ne sentent pas se mettent en retrait, ça veut dire qu'ils ne vont pas les sentir ou en tout cas, ils ne vont pas les traiter. Bah oui, mais enfin, si c'est des besoins d'organisation qui ne sont pas traités, c'est facile de comprendre que la conséquence, c'est que les organisations vont baisser en performance. C'est juste d'une simplicité biblique. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est compliqué ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que les managers gardent leur sensibilité, leur capacité à capter les besoins d'organisation et ne se mettent pas en retrait parce que personne ne le fera à leur place, puisque c'est eux qui les sentent. Et par contre, utilisent les nouveaux outils pour traiter pour satisfaire les besoins d'organisation. Et c'est là où c'est intéressant parce que dans la façon de le faire, ils gagnent en puissance. Ils perdent en pouvoir sur les personnes et sur un terrain de jeu, mais ils gagnent en puissance sur l'organisation. C'est tout le passage vraiment important de la notion. Il y a quelque chose un modèle mental qui change complètement dans la vision de ce que c'est que le pouvoir. Quand on parle du mot pouvoir, la plupart des gens pensent pouvoir sur. J'ai le pouvoir, je suis manager, donc j'ai le pouvoir sur la R&D parce que je suis le chef du département R&D. Donc, j'ai le pouvoir sur la R&D, sur la fonction, sur le terrain de jeu R&D. Et j'ai aussi le pouvoir sur l'équipe R&D. Donc, j'ai le pouvoir sur les deux. C'est en général ça qu'est un manager. Double casquette, pouvoir sur une fonction et pouvoir sur une équipe. En fait, il n'y a plus ça du tout en holacratie. On passe de cette notion de pouvoir sur, non pas à la notion de pouvoir avec, qui est portée par beaucoup de gens, mais le pouvoir avec, on ne veut pas en parler, ça ne marche pas, quoi. C'est pas du tout efficient, on sombre dans le consensus, etc., etc. On passe à un autre concept. Et donc, il ne s'agit pas de partager le pouvoir. Souvent, j'entends gouvernance partagée, etc., etc., où on pourrait croire qu'il faut partager le pouvoir. Et ce qu'on projette mentalement, parce qu'on n'a pas encore creusé la question sérieusement, c'est qu'il faut prendre du pouvoir aux managers pour les donner aux autres. Non, non, ça ne marche pas du tout comme ça. On change de concept, on change de paradigme, on passe d'un concept, d'une notion de pouvoir à une question d'autorité. Et on va confier des autorités à travers des rôles qui ne sont pas des pouvoirs sûrs, qui sont des autorités de faire tout ce que tu veux faire pour manifester le pouvoir créateur de ton rôle, la raison d'être, ce qu'on appelle la raison d'être du rôle, et les offres de service, les redevabilités de ton rôle. Hein. Donc, tu as toute autorité pour le faire, mais tu n'as pouvoir sur rien du tout, ni sur les gens, ni sur une fonction. Et le paradoxe, c'est qu'avec les outils développés par Holacracy, en réalité, quand tu es manager, tu as bien plus de puissance, c'est pour ça que je ne peux pas utiliser le mot pouvoir, je passe au mot puissance, tu as bien plus de puissance après avec ces nouveaux outils que l'illusion de pouvoir que tu avais avant sur ta fonction et sur les équipes. Et ce qui est vrai pour le manager est vrai aussi pour le collaborateur. Et donc, en fait, il ne s'agit pas de partager le pouvoir, mais il s'agit de transcender cette notion de pouvoir pour aller vers une autorité ou un système d'autorité multiplié. Et donc, en fait, le pouvoir dont les gens pensent que le pouvoir est une quantité finie
puisqu'ils utilisent le terme partager comme on partage un gâteau. En fait, on change complètement de concept et on passe à une autorité qui est infinie, une puissance qui est infinie. Et la seule limite de la puissance, c'est la capacité des individus, qu'ils soient managers ou collaborateurs, à s'en emparer. Alors justement, on a reçu du coup des questions en amont de l'événement par des participants. Donc une question de Frédéric. Et en rapport avec le risque du manager et la peur de mal faire, comment peut-on rendre explicite le maintien d'un environnement favorable au droit à l'erreur? En rapport avec le manager qui peur de mal faire, comment on explique le maintien d'un environnement favorable au droit à l'erreur? Intéressant cette question. C'est vrai que c'est le droit à l'erreur. Tout le monde parle, donc, quand on parle de management, de transformation d'entreprise, j'étais encore à une conférence organisée par nos copains de Toscane, on parle de culture du droit à l'erreur. Et c'est intéressant et c'est bien. Je crois que cette notion de droit à l'erreur, la notion même, le concept d'erreur, en fait, dans ce nouveau modèle, vous avez compris qu'il y a un paradigme. On n'est pas en train d'améliorer un système managérial. On est en train de basculer vers un autre système de pouvoir et d'ailleurs un système d'autorité distribué et multiplié. Donc, il y a vraiment un changement de tout change. Et donc, ce qui était intelligent dans le modèle conventionnel de parler de droit à l'erreur a beaucoup moins de pertinence en fait dans ce système-là pour la simple et bonne raison que le mot erreur disparaît. C'est pas je joue pas, c'est pas de la démago, c'est la réalité. Moi, je pratique l'holacratie depuis 12 ans et j'utilise pas le mot erreur. J'utilise pas et j'essaie de comprendre pourquoi en vous parlant. On a, en fait, la notion d'erreur est remplacée. Il y a deux choses qui me viennent là quand je réponds. Merci pour la question, parce que je ne m'étais jamais posé comme ça. Il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est qu'on a institutionnalisé la notion de tension. C'est un des concepts fondamentaux de l'holacratie, la notion de tension. La notion de tension qui est un écart entre ce qui est et ce qui pourrait être. Donc, effectivement, quand quelqu'un fait dans le modèle conventionnel des erreurs, il y a probablement une tension à la clé, puisqu'on aurait probablement que dans l'idéal, on voudrait qu'il n'en fasse pas. Donc, il y a un écart entre ce qui s'est passé, il y a une erreur, et puis ce qui pourrait être, ce qui aspire à être, c'est qu'il n'y en ait pas. Et cette notion de tension, elle est culturellement ancrée, parce que c'est un des concepts fondamentaux. On manie les tensions tout le temps, tous les jours, au quotidien, de la manière qu'on manie les rôles. Donc, culturellement, c'est institutionnalisé. C'est pas un truc, c'est institutionnalisé, c'est neutre. Et c'est même mieux que neutre, c'est encouragé. En fait, les tensions sont encouragées. L'évolution, le pilotage d'entreprise se fait à coup de gestion, de traitement des tensions. Donc, c'est encouragé. Donc, déjà, on n'est plus du tout dans la même façon de voir les philosophies, la même façon de voir les choses. Et puis la deuxième, c'est que à force de traiter ces tensions, justement, y compris, vous savez qu'en holacratie, vous ne le savez pas, mais tout le monde peut gouverner, pas n'importe comment. Tout le monde peut gouverner, ce qui était autrefois réservé au management. Il y avait le gouvernant et les gouvernés. Eh bien, à chaque fois que moi, collaborateur, je ressens des limites dans l'exercice de mes rôles, disons que j'ai un ou plusieurs rôles, activités si vous préférez. Je suis patron, self-manager de deux petites entreprises qu'on appelle des rôles. À chaque fois que je ressens des limites, donc des problèmes récurrents par exemple, ou je sens des améliorations possibles, mais qui ne sont pas encore là, ou je sens qu'il y a des possibilités d'innover et qui ne sont pas encore mises en place, voire même je sens, ça c'est le but ultime, c'est le truc qui m'amuse le plus, voire même je sens qu'il y a potentiellement la possibilité de transcender le rôle, et comme ça j'aurai plus de rôle, ce qui est quand même génial. Possibilité, j'ai le pouvoir en tant que collaborateur de modifier le système, de la structure de pouvoir, ce qu'on appelle la gouvernance, la structure, modifier la structure de rôle, l'organigramme de l'entreprise. J'ai le pouvoir, à condition d'avoir une tension concrète. Donc, on n'est pas dans du hors-sol, c'est pas chacun fait ce qu'il veut, pas du tout, du tout, du tout. On est centré, on est dans l'organique, on est centré sur le vivant. Donc, à chaque fois que je ressens une limite, qu'on appelle une tension, pas personnelle ou interpersonnelle. Là, on n'est pas du tout, là, quand je parle, on n'est pas dans le champ individuel ni dans le champ interpersonnel. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ils sont traités différemment. Donc, on est dans des tensions organisationnelles, c'est-à-dire qu'ils sont des limites dans l'exercice de l'un de mes rôles, des limites des rôles, donc des limites de l'organisation elle-même, vue comme une entité vivante, un être vivant, ce qui est la réalité. J'ai la possibilité d'aller à ce qu'on appelle la réunion de gouvernance, bon, c'est des termes techniques, c'est jargon, mais une réunion spécifique où il n'est question que de faire évoluer l'organigramme à coup de tensions recyclées. Et donc, on est dans l'amélioration continue, mais l'amélioration continue qui va très loin, beaucoup plus loin qu'avant. Elle va, bien sûr qu'il y a l'amélioration continue comme on l'a toujours traité, mais elle va plus loin parce qu'elle va jusqu'à la modification de la structure de l'organigramme. Et donc, l'entreprise,
elle est restructurée, micro-restructuration par micro-restructuration, tout le temps. C'est juste un non-événement. On n'attend pas 18 mois pour avoir une grosse restructuration qu'on a faite avec McKinsey ou Boston Consulting Group. Pas du tout, ça se fait au fil de l'eau. Et donc, chacun peut gouverner à partir des limites qu'il ressent dans ses rôles. Du coup, tout ça pour revenir à la question, ça veut dire que ce que j'observe, en tout cas je l'observe chez moi et j'observe chez beaucoup d'autres, c'est que finalement, quand on a l'équivalent de ce qu'on appelait autrefois une erreur, il n'y a pas vraiment de drame. C'est plutôt bien accueilli et d'ailleurs, c'est même pas traité tout de suite. En fait, ça n'a aucun intérêt de traiter les erreurs. Tout de suite, ce qui vient, c'est qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que j'apprends? Il y a quelque chose qui s'est passé qu'autrefois j'aurais appelé erreur, mais ça fait longtemps que je n'appelle plus comme ça. J'appelle tension. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et quel est le potentiel de cette tension? La tension, elle est vue comme une énergie créatrice qui offre une opportunité de. Et donc, la question, mais c'est vraiment devenu un réflexe. Je ne suis pas intéressé pour corriger l'erreur. Bon, après, je le fasse après, si j'ai le temps. Je suis d'abord et avant tout intéressé pour comprendre ce que l'évolution à travers la tension est en train de m'apprendre et qu'est-ce que le système attend comme évolution pour que ça ne se reproduise plus jamais. Donc, et du coup, quand je me pose la question de qu'est-ce que le système attend pour que ça ne se reproduise plus jamais, il peut y avoir dans beaucoup de cas des modifications de structure, alors je vais m'occuper de ça, je vais mettre mon énergie, je vais mettre toute ma passion et mon énergie, donc constructive et créatrice, hein, on n'est plus du tout dans les affreux trucs de la culpabilisation, du machin, du truc, droit à l'erreur et tout ça, pour améliorer le système de sorte que ça n'arrive plus jamais. Ça, c'est tout de suite c'est les réflexes qui est pris dès que les gens pratiquent depuis quelques années holacratie, c'est le réflexe qu'ils ont, et moi, c'est le réflexe que j'ai. Et je mets tout de suite l'énergie là-dedans, évidemment. Parce que c'est facile à faire en holacratie, ce qui était juste impossible à faire en conventionnel. Après, et seulement après, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment important de la corriger? Ce n'est pas toujours important de la corriger. Bon, et si c'est important de la corriger, je la corrige, mais j'aurais mis 5% de mon énergie. 95% de mon énergie, je l'ai mis, c'est beaucoup plus intelligent, évidemment, à modifier le système pour que ça ne se reproduise plus jamais. Et puis parfois, assez souvent, s'il n'y a pas besoin de la traiter, je ne la traite pas. Et puis parfois, il faut quand même la traiter parce qu'il y a des dégâts collatéraux, donc okay, on la répare, on répare. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Je remercie Frédéric pour la question, parce qu'effectivement, cette culture du droit à l'erreur, la confiance, le droit à l'erreur, la responsabilité, qui sont les mots-clés de la transformation de beaucoup d'entreprises qui entreprennent des transformations dans leur entreprise. En fait, sur la question, d'ailleurs, on pourrait les reprendre tous les trois, mais ce n'est pas la question, c'est dommage. Sur la question du droit à l'erreur, ça se traduit autrement. Ce n'est pas une réponse directe au droit à l'erreur ou à renforcer une culture du droit à l'erreur. On se décale complètement par rapport à la problématique par l'apparition et l'institutionnalisation, vous avez compris, de la notion de tension. Et à force de gérer ces tensions dans la durée, j'acquiers, moi et les autres, un nouveau réflexe qui est de ne pas s'occuper de l'erreur, mais de s'occuper de la transformation du système de façon créatrice, de manière à ce que ça ne se reproduise plus. Très trans. Alors justement, du coup, tu parlais de changement d'identité du manager. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans l'espace des 7 dernières minutes restantes? Ah oui, 7 minutes, d'accord. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux le faire? Oui, je suis ravi de le faire. En fait, on a bien compris que le challenge du self-management, il y en a plein, mais c'est d'abord avant tout un challenge de management. Et plus tôt on met le doigt dessus, plus tôt on va aller vers le self-management. C'est le paradoxe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge avec les collaborateurs, mais ce n'est pas le sujet de la question. Il y en a plein. Et aussi, il passe par une crise d'identité. Mais bon, la question est sur le manager. Effectivement, la première chose à dire, donc tu m'as dit 3 minutes, 7 minutes. La première chose à dire, c'est que le manager, c'est un concept, une boîte noire, c'est un concept absolument pas défini. Celui qui vous parle, il l'a été pendant 20 ans. J'étais dirigeant, j'étais manager. Vous interrogez 2 managers différents, 2 entreprises différentes, même de la même entreprise, et la définition sera différente. Parce qu'il n'y a pas de corpus, il n'y a pas de discipline sérieuse sur le sujet. Preuve en est, soi-disant, on a des écoles de management que je fréquente souvent pour donner des conférences. Et quand je tombe sur un professeur de management, je suis ravi parce que c'est un collègue, c'est le sujet qui nous passionne tous les deux. Je lui demande c'est quoi un manager. Et le dernier que j'ai rencontré, la dernière, c'est une femme qui m'a dit écoute, je suis bien embêté avec la question parce qu'il n'y a pas de définition précise. À part le truc que vous trouvez sur Wikipédia, mais vous n'allez pas très loin avec ça. Et donc, du coup, il y a des approches de management qui sont très différentes. Et elle en présente 3. Il y en a plus. Mais elle, dans ses cours, elle présente 3 approches. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de discipline managériale sérieuse. Ce qui fait que la première chose, c'est d'abord de rendre explicite ce que c'est que les fonctions managériales. C'est de les rendre explicites. Et
Et après, de confronter ces fonctions par rapport à ce que font les gens. Donc, le manager, parce qu'avant de mettre en place l'holacratie dans une entreprise, le manager, il manageait. Et du coup, la première chose, c'est de lui dire, voilà, maintenant, tu ne savais pas ce qui était attendu de toi. C'est pour ça que tu stresses. C'est parce que tu ne sais jamais si tu as bien fait ton job. Tu pourrais développer là-dessus. Hein. J'ai beaucoup de compassion pour les managers. Et voilà maintenant quel est ton job. Ouf. Donc, voilà ce qui est attendu. Et après, il y a effectivement un accompagnement tout de suite, tout au début, l'accompagnement sur le changement d'identité, parce que vous avez différents profils de managers. Il y en a une infinité, mais je vais focaliser sur 3. Il y a ce que j'appelle le manager empathique. J'en parle dans la tribune, d'ailleurs. Je vais faire assez court parce que j'en parle assez longuement dans la tribune. Il y a le manager empathique. Donc, le manager empathique, c'est celui qui, voilà, c'est celui qui a une super équipe, on le reconnaît, c'est une super équipe. Il adore ça. Là, son équipe, c'est sa vie. Il y a une super équipe qui est très soudée autour de lui. Et c'est super, c'est magnifique, etc. Mais il a une tellement forte sensibilité humaine qu'il en devient un peu trop sauveur. C'est-à-dire qu'il est capable d'identifier les besoins des collaborateurs avant même que les collaborateurs l'expriment. Ce qui est génial. Si tu as envie de te faire porter pour un collaborateur, c'est génial. Mais si l'objectif de l'entreprise, c'est d'aller vers le self-management, c'est l'horreur. Parce que tant que tu donnes du poisson, les gens ne vont jamais apprendre à pêcher. Pourquoi j'apprendrai à pêcher? Puisque de toute façon, j'ai un super manager empathique qui me donne du poisson tout le temps. Et donc là il y a un vrai, c'est le plus dur, hein, ce que j'ai commencé par celui-là, c'est le plus difficile à traiter. Il y a un vrai problème d'identité pour ce manager qui a mis des années, qui est reconnu pour ça, etc., etc. Manque de peau, l'entreprise met de la clarté sur elle veut aller vers self-management. Alors, il peut toujours quitter l'entreprise pour aller vers des entreprises. Toutes les entreprises ne veulent pas aller vers self-management, ce n'est pas la panacée. Il n'y a pas de dogme derrière. Mais s'il veut rester dans l'entreprise, du coup, moi, ce que je fais, parce que j'en accompagne souvent des cas comme ça, ce que je fais, c'est que je leur raconte des histoires, parce que j'en accompagnais des tonnes de managers comme ça. Je leur raconte des histoires vécues et puis à la fin, je leur dis, mais est-ce que tu préfères continuer à être est-ce que tu préfères continuer à t'identifier à un leader qui aide et qui prend soin de suiveurs, ou bien est-ce que tu serais appelé pour devenir un leader qui participe et qui crée d'autres leaders? Alors, si la personne, parce que c'est vrai que ça peut être pour plein de gens plus excitant de créer des leaders plutôt que de nourrir des suiveurs. Et ça marche. Pour beaucoup de gens, ça marche, parce que c'est vrai que c'est plus valorisant. Et du coup, à partir du moment où ils accrochent sur cette nouvelle identité, s'ils n'accrochent pas, c'est foutu. Mais s'ils accrochent sur cette nouvelle identité, enfin, c'est foutu. C'est pas de drame non plus, c'est tôt ou tard, mais ça ne va pas le faire dans la durée. Et ils peuvent le faire plus tard, ce changement d'identité, bien sûr. S'ils accrochent sur cette nouvelle identité, là, c'est bon. C'est bon. Après, il n'y a plus qu'à les accompagner et les former. Ça, c'est le premier. Après, il y a le deuxième manager, c'est l'expert. Ouais. C'est l'expert. Donc, l'expert, en fait, il est devenu manager parce que la seule voie de progression, c'est de devenir manager. Mais en fait, ça le gavait et ça le gave toujours. Et en fait, lui, ce qu'il aime, c'est créer de la valeur. C'est un expert. Ben, il est content parce qu'il va arrêter d'être manager. Il va pouvoir prendre des rôles qui correspondent à ses domaines d'expertise et centrer toute son énergie à la création de valeur. Boum, ça, c'est traité. Puis, il y a le troisième, vite fait, c'est le manager. Quand vous le rencontrez, il vous dit ouais, moi, je rêve de créer une entreprise. Bon, il arrive près des 40 ans, il raconte ça depuis des années, puis il ne l'a jamais fait. Donc, il ne le fera probablement jamais. Et du coup, là, l'identité vivante, c'est est-ce que ça te dirait de créer ton entreprise au sein d'entreprise? Parce que c'est ça qu'on attend, en fait. Le modèle de holacratie, on voit l'entreprise comme un écosystème avec que des mini-entreprises. Des toutes petites entreprises qui sont les rôles et puis des entreprises un peu plus grosses qui sont des cercles. Et du coup, ça te dirait d'être un patron d'entreprise. Ah ouais, ouais. Et en plus, à salaire constant, tu n'as même pas besoin de monter ta plaque. Ah ouais, ouais. Et du coup, est-ce que ça te dirait de devenir cet entrepreneur, créateur de valeur, que tu as toujours voulu être sans avoir à quitter l'entreprise? Bon, je fais très court et très grossier, mais c'est ça les trois. En fait, ce n'est pas si grossier que ça, parce que c'est la réalité de chez réalité. J'ai accompagné des managers sur ces trois postures. Wow. Très, très dense. Merci beaucoup, Bernard-Marie. Alors, on arrive à la fin. Donc, merci à tous pour votre participation et vos questions. Voilà, sachez que nous organisons régulièrement ces rendez-vous qui ont lieu tous les premiers jeudis du mois. Et vous aurez donc les informations dans l'email de follow-up. Merci beaucoup, Bernard-Marie. Je te propose de conclure ce rendez-vous très dense en quelques mots. Oui, trop court, beaucoup trop court. On n'a même pas effleuré le cinquième de la question. Je serais ravi d'en faire un deuxième, parce qu'il y a tellement de contenu à décliner derrière. Je serais ravi d'en faire un deuxième espace sur ce sujet-là de l'excellence managériale qui est une condition nécessaire vraiment indispensable pour aller vers self-management. Ça ne peut pas se faire autrement et on a plein de choses à dire sur le sujet. J'ai adoré.